Aujourd'hui, le retour de David A. Pryor. Vous vous souvenez sûrement de lui, il est le réalisateur d'Ultime Combat, Deadliest Prey. Sauf qu'aujourd'hui, il amène avec lui dans son univers nanardesque David Carradine, un autre habitué de la chaîne. Les deux nous transporteront dans un univers futuristique, sans vraiment l'être, afin de remplir notre vendredi de dialogues stupides, de mecs bourrés, de bras cybernétiques magiques et bien sûr, de nibards. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 1989, Future Force ou Future Cop, ça dépend d'où vous étiez dans le monde à l'époque. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous expliquer qu'on est en 1991 et qu'il n'y a plus vraiment de police. Non, le crime était tellement élevé qu'ils ont décidé de tout privatiser ça. Ça s'appelle maintenant COPS, COPS. La Civilian Operated Police System, ou COPS. David Carradine, lui, se pointe pour arrêter un mec et c'est trop facile. Et John Tucker, COPS. Vous avez le droit de mourir. J'attendrai pas toute la nuit. Faut comprendre que David Carradine, dans ce film-là, vous pouvez l'appeler John Tucker, c'est le nom de son personnage, a également un outil incroyable, un Power Glove. Vous vous souvenez des Power Gloves? Et son Power Glove, à lui, il est capable de retenir les bagnoles. Merde! Et il a un lance-roquette. Donc on s'entend tout de suite que c'est un énorme avantage pour le reste du film, ça. John Tucker, David Carradine, a également son hacker personnel, Billy. Et Billy va lui apprendre qu'il vient tuer deux mecs parce qu'ils avaient des billets de stationnement non payés. Mais c'est David Carradine et il s'en fout. Que des PV pour stationnement interdit. On dirait qu'ils vont en avoir un autre. Il ferait bien de faire venir une équipe de balayeurs. C'est un peu bordélique. On rencontre maintenant le méchant du film, Adams. Un méchant comme on les aime. Arrête de pleurnicher, Johnson. Essaie de mourir comme un homme. Bon voyage. Tucker se pointe au bureau, question de boire le café de la secrétaire. Pas de farce, la scène c'est qu'il rentre, il s'en va au bureau de la fille et il commence à boire son café sans rien lui demander. Un sauvage. Salut, Trésor. Arrayé, David Harris. Un sauvage. Trésor. Arrayé, David Harris. Au bureau, on rencontre également Snake Plissken qui travaille à mi-temps. Call me Snake. Call me Snake. On nous présente une journaliste, mais c'est une scène qui sert à rien. Il y en a plusieurs dans ce film-là, des scènes qui servent à rien. Pour le moment, c'est plus important que je vous parle de la scène qui suit, parce qu'il s'en va dans un bar de striptease, avec tous ses potes de cops. Snake Plissken, relax, mate des culs. David Carradine arrive là, comme d'hab, se commande une petite bière tranquille, et là, il y a une meuf, absolument, c'est vendredi, j'ai pas le choix de le dire, mais elle a la chatte qui pique, quoi. Ça te plairait que je t'invite à dîner? Rien que tous les deux. Un soir de pluie, d'accord. Quel que soit le temps, c'est OK. Et là, Tucker, il va voir le journal télé, à la télé. La journaliste, elle parle mal des cops. Pas ça bien qu'il y ait des gens qui ont trop de pouvoir comme ça. Ça va l'énerver. Prenons pas garde à des restrictions de nos libertés et peut-être aussi à... Adams, le méchant du film, est chef de tous les cops. Lui, il va décider que la journaliste, faut qu'elle ferme sa gueule, quoi. Et il n'y a pas 12 manières de fermer la gueule d'une journaliste dans ce genre de film-là. Il va mettre une prime sur sa tête. Je veux voir cette gonzesse morte et enterrer ses pieds sous terre! Et je veux ça tout de suite! John Tucker sera bien sûr le premier sur le coup parce que c'est une prime de 100 000. Pour lui, qu'elle soit journaliste ou pas, il s'en fout. On vous a jugé, vous avez été reconnu coupable de trahison. Vous avez le droit de mourir. Si vous préférez renoncer à ce droit, je vous mets en état d'arrestation, vous serez emprisonné. La fille va essayer de se sauver, mais ça, c'est un détail. Là, il y a d'autres glandus de cops qui vont croire être capables de lui enlever sa prime. Oui, de choper la fille et de se casser. Mais les mecs ils ont oublié qu'il y avait un Power Glove et que le Power Glove a des lasers.
Il va rester un mec devant David Carradine et là, il va lui sortir une réplique qui... Le mec va se chier dessus, quoi. Dans ce métier, la mort est parfois au rendez-vous. Salut toi, savais-tu que faire des vidéos sur YouTube, c'est pas toujours facile et que c'est grâce au soutien de ces personnes-là que j'arrive à garder la banane? Alors n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec tes amis. On retourne à Future Force. Apparemment, il y a d'autres cops qui n'ont pas entendu ce qui s'est passé dans le garage, surtout pas la réplique de John Tucker. Donc sur la route, il y en a qui vont le chercher. Faut pas me chercher. Quand je vous dis qu'il faut pas le chercher, ce gars-là, faut pas le chercher. On est de retour au strip club. Pourquoi aller au strip club avec la journaliste? Excellente question. Eh bien, il y va pour ça. Et ensuite, pour ça. Je vous préviens que le prochain qui s'amuse à ce genre de petit jeu, je lui fais un trou dans sa petite tête. Malheureusement, le barman va changer d'idée et il va devoir se casser du strip club. Cette scène-là n'a servi absolument à rien, sauf à nous montrer des nibards. Adams, frustré que John veuille garder la fille en vie, il va mettre une prime sur la tête de John Tucker. Jette un coup d'œil là-dessus. Après avoir mis la prime, il va l'appeler sur son FaceTime et il va lui faire une offre. Vous me rendez la fille, et moi j'abandonne les charges contre vous. Je vais y penser. Il y a des mecs qui vont le retrouver dans une ruelle cachée à quelque part et il va être sauvé par la fille qui avait la chatte qui pique au début du film dans le bar. Mais tu vois, j'ai toujours eu un petit faible pour toi. Mais aider John Tucker, ça a un prix. Le prix de ta vie. Et de ça, t'en as un glandé. On passe ensuite à une scène entre la journaliste et John dans la voiture de John de nuit. En français, la scène est nulle à chier, mais elle passe. Mais si vous tombez sur la VO, vous vous rendez compte que David Carradine est sous. Sur le point de s'endormir, mais genre bien bourré. Là. Il mâche ses mots, il a les yeux vitreux, et c'est pas du jeu, je pense sincèrement qu'il est complètement pété. Il s'est fait descendre en arrivant dans le jardin. Je suis allé voir et apparemment je suis pas le seul à avoir remarqué ça. L'AVF par contre, ouais ça sauve. Ça paraît moins qu'il est sous. Mais ça paraît quand même un peu. Depuis ce jour-là, je suis une sorte d'oncle pour lui. Par chance, cette scène-là est interrompue par un hélico qui les attaque. Essayez de leur échapper! Cocotte, sais-tu à quel point c'est compliqué de s'échapper d'un hélico quand t'es bourré? Par chance, un mec totalement sorti de nulle part sort un bazooka et tire sur l'hélico. La vie d'un hélico dans ce genre de film-là n'est jamais facile. Maintenant, John, apparemment, fait des promesses. Personne ne vous tuera, je vous le promets. On commence donc par un face-à-face dans un dépotoir de bagnole entre John et Adams et ses hommes. Un moment que le réalisateur choisit pour nous démontrer toute la profondeur de ses personnages. On voit qu'il y a un développement via l'image, les dialogues. On sait exactement où David A. Pryor veut amener l'histoire. Donc, exactement 2 répliques après s'être rendu au face-à-face, voici ce qui se passe. Vous aviez une chance. Tue-le. Sur le point de tuer Adams, il va recevoir une balle dans le bras. Là, tu te cours. Adams, lui, se casse comme une chochotte. Et on a le droit à une baston entre John et le second Adams, que vous avez déjà vu à revue dans The Lost Empire. Et disons que les coups de pied de Carradine, ça a déjà été autre chose. Faut que je vous explique un truc maintenant. Depuis le début du film, il y a 2 fois où le hacker, Billy, dit à John d'utiliser la télécommande pour son gant. Tu t'es servi de la télécommande? Non. Tâche de ne pas oublier que le bras peut être télécommandé. Ça marchera. Donc le second va se faire donner des tatanes par le Power Glove. Ça, c'est de l'écriture, les gars, OK? En plus, le Power Glove se la pète.
Il y a des mecs qui ont tiré sur Billy, OK, le hackers. Et Billy, avant de se faire tirer dessus, ce qu'il avait préparé, c'est qu'il avait hacké le système de cops, OK, pour envoyer un ordre de meurtre sur Adams, le méchant du film. Et avec son dernier souffle, je dirais, il va appuyer sur Enter. Je vous le laisse, les gars. Mourir, c'est pas facile. C'est pas possible, il y a erreur! Et c'est la fin de Future Force. Déjà, dans ce film-là, il se passe pas grand-chose. Et il y a une chier de scènes qui servent absolument à rien. Il y a une scène à un moment donné où c'est le méchant du film, Adams, qui se sert un whisky, pose le whisky, prend une gorgée de whisky, repose le whisky, prend une autre gorgée de whisky et la scène se termine. Cette scène-là sert absolument à rien. Et si vous vous dites, ouais, mais c'est parce qu'il était sponsor whisky, non. La bouteille, elle fait pas face à la caméra. Et il y a plein d'autres scènes qui sont là pour rallonger le film. Des scènes où tu vois la voiture de John et avec la journaliste dedans se balader pendant genre 40 secondes. Des scènes où tu vois un mec sortir de sa bagnole pendant genre 20 secondes. En fin de compte, il y avait peut-être pas de scénario pour ce film-là. David A. Pryor devait se dire à chaque matin, on est rendu où dans l'histoire? Là? Et de toute façon, je pense qu'on est d'accord pour dire que tout le budget est passé dans le bras cybernétique. Là. Après ça, il restait plus de pognon pour rien, sauf pour acheter de l'agneau à Carradine. Parce que c'est pas la pire performance de David Carradine que j'ai jamais vue. Ça demeure Evil Toon, selon moi, mais c'est sa plus pathétique. Le mec a vraiment pas envie d'être là. Tu vois clairement qu'il le fait pour le pognon et pour boire à l'œil pendant quelques semaines. Cet homme a connu l'enfer et quand vous le regardez dans ce film-là, ouais, c'était pas facile. Et quand tu le vois donner des coups de pied à peu près à la hauteur des genoux de son ennemi, tu te dis, ceci n'est pas le David Carradine que je connais. Déjà qui accepte de jouer dans un film de David A. Pryor, en dit long. Future Force demeure un gigantesque nanar. Les dialogues sont débiles. La mise en scène est horrible. Le scénario est inexistant. Je vous le répète, il se passe presque rien dans ce film-là. Le jeu des acteurs est une honte au métier d'acteur. Oui, je sais qu'à revue, on n'en voit pas souvent, mais il y a vraiment des gens pour qui c'est leur métier. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il dure moins d'1h20, ce film-là. Je le conseille bien sûr à tous les fans du nanar et du nanar profond. Vous allez passer un excellent moment, vous allez vous marrer, vous allez avoir peut-être un peu pitié de David Carradine par moment. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, juste ici à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.